Merci beaucoup pour cette introduction. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici ce soir parmi vous. Je vais essayer de rendre la conférence accessible et aussi compréhensible avec ma prononciation et les idées que je suis venu vous dire. Moi, je suis un passionné de voyage dans le temps. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi, j'aime bien voyager dans le temps. Je n'ai pas une machine qui permet de le faire. Malheureusement, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas trouvé ce venant dans mon jardin. J'aurais bien aimé l'avoir aussi. Mais en tout cas, c'est dans les musées que j'aime bien voyager dans le temps. Dans les musées, on découvre les vestiges de beaucoup de civilisations. Ça nous permet de réfléchir. Qu'est-ce que ces civilisations de l'ancien temps nous ont permis d'avoir comme information qu'on peut transposer dans les réalités d'aujourd'hui? Je vais raconter une histoire, mon histoire. Je suis passé une fois au musée du Louvre, j'ai découvert cette pièce. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une pièce de monnaie. Rassurez-vous, l'écran l'apparaît un peu plus grande, mais elle est encore plus petite, 11 cm sur 6. Il y a des précisions dans cette pièce, une œuvre d'art, que vous pouvez l'apprécier au musée du Louvre. Je voulais faire des recherches sur cette pièce pour savoir qu'est-ce que c'est. Et j'ai appris que c'est un contrat de vente d'une maison et d'un champ Churibac qui date de 2600 avant Jésus-Christ. C'est très intéressant que les personnes d'avant ont trouvé le moyen de sceller un contrat de confiance entre eux, qui permet de dire que le client a cédé avec une transaction actée par cette pièce. Je me suis dit, c'est vraiment intéressant de voir si nous pouvons revivre dans le passé et leur dire que vous pouvez homologuer vos transactions par le papier. Le papier peut faire une référence toute la vie, tout entier, avec une conférence. Ce n'est pas l'objet. Mais en filigrane, on va détruire le papier. Lorsque j'étais diplômé en informatique, j'ai cru comprendre que ça ne suffit pas. En tout cas, la presse de l'époque nous disait qu'il faut être double compétence. Être ingénieur, ce n'est pas forcément un gage qui nous permet de comprendre les métiers. Je me suis dit, pourquoi pas? Je suis parti à la Sorbonne. J'ai trouvé une conférence très intéressante d'un grand économiste qui s'appelle M. Jobard. Je vous renvoie plusieurs décennies en arrière. On parlait de mondialisation, on parlait de globalisation. Moi, je ne savais pas la différence des deux. Mais en tout cas, c'est le terme mondialisation qui s'est imposé avec les économistes. On disait, pour juger l'économie des pays, il faut absolument mesurer le PIB. Et parmi les choses qui sont intéressantes dans le PIB, il faut mesurer le delta entre l'exportation et l'importation. Très intéressant comme réflexion, d'autant plus que j'avais des amis autour de moi qui avaient la chance d'être des importateurs-exportateurs. Ils avaient l'aisance financière, ils avaient un bon business plan, un bon business model, mais ça n'a pas été suffisant pour éliminer leur frustration de développer leur affaire. Je ne savais pas qu'avec une bonne connaissance de métier, avec un départ de financement acceptable et raisonnable, on peut avoir cette frustration. Et j'ai compris que justement le trade finance, c'est une activité méconnue pour ceux qui ne sont pas acteurs, c'est-à-dire importateurs, exportateurs, ou tout simplement dans le milieu bancaire. Si on n'est pas dans les deux catégories, on ignore qu'il y a des besoins à satisfaire et il y a des services à améliorer. Le trade finance est une activité, peut-être le sujet paraît très technique, mais en tout cas, il est vraiment crucial dans le développement commercial de tous les pays du monde. Vous voyez bien que le trade finance est un peu compliqué, qui permet justement de voir qu'il y a l'acheteur, qu'il y a le vendeur, et que l'acheteur, lorsqu'il propose une somme d'argent à sa banque, le problème n'est pas terminé. Il faut absolument que la banque vérifie plein de documents. Ces documents qu'elle doit vérifier sont vraiment bureaucratiquement et avec un temps vraiment chronophage. En même temps, la banque, elle veut absolument vérifier que l'acheteur, il est sérieux et qu'elle peut s'engager avec lui pour vérifier sa transaction. Le vendeur, quant à lui, on ne le connaît pas. Il est à plusieurs milliers de kilomètres. C'est normal qu'on a besoin aussi, de son côté, de mandater des banques de vérifier que l'acheteur il est sérieux. Donc tout ce schéma va prendre du temps.
Vous avez vu aujourd'hui qu'on a parlé du rythme. Dans une entreprise, on a besoin de faire plusieurs actions commerciales en minimum de temps. Si on traîne, on peut perdre la concurrenciabilité de notre entreprise. On peut perdre le fil. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée, plutôt à quelqu'un que je connais. C'est une entreprise de jouets. Ils ont raté leur Noël. Pas parce qu'ils n'ont pas mobilisé les sommes nécessaires, qu'ils n'ont pas mandaté leur banque, c'est tout simplement que la banque du vendeur a reçu les fonds très en retard. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on reçoit la marchandise ou les jouets le 22 janvier, la saison est terminée et elle est foutue. Et d'ailleurs, ils ont eu des difficultés. Quelques années plus tard, ils ont mis la clé sous le paillasson. C'est vraiment dommage. Donc vous remarquez bien que ce schéma qui existe, on dit toujours que pour améliorer la performance d'une entreprise, ce que j'ai dit en préambule, on détruit le papier. On améliore la digitalisation dans une entreprise. Là, la blockchain entre en jeu. Elle permet justement, ce qui permet d'avoir un sujet d'introduction, d'améliorer cette confiance, d'améliorer la sécurité et la scalabilité. Bien entendu, le commerce international, ça date depuis des années, des siècles et des décennies. La blockchain, elle est apparue en 2008. Elle est apparue justement pour mettre en lumière les difficultés des banques. Je ne vais pas critiquer les banques ce soir, parce que pour moi, c'est un acteur majeur de l'économie. Et moi, je pense qu'il faut absolument travailler avec eux, main dans la main, pour améliorer beaucoup de process. La blockchain, avec ce trilemme que vous regardez, il est basé sur la sécurité, c'est très important. Aussi la décentralisation, par laquelle vous imaginez que si chacun d'entre vous il a un nœud, il a un ordinateur qui permet d'avoir une copie de registre, si un ordinateur d'entre vous tombe en panne, on a toujours la copie de l'information. On a aussi la scalabilité, c'est-à-dire combien d'informations on pourrait plus ou moins avoir. C'est très important d'augmenter la scalabilité. Le seul souci de la blockchain, c'est que ce trinôme, on ne peut pas le changer et il faut absolument baisser un critère pour améliorer un autre. Mais on ne peut pas améliorer les trois niveaux. Comment fonctionnait la blockchain? Je ne vais pas expliquer dans le détail, mais je vais essayer de vous donner quelques informations. Elles sont composées sur des 4 piliers. L'information sécurisée. Chaque information est dans un bloc. La blockchain ne vérifie pas l'information qu'elle soit juste. Elle dit simplement ce que vous avez dit et inscrite, et vous ne pouvez plus changer d'avis. Si on inscrit dans la blockchain 1 plus 1 égale 5, c'est fini. On va dire que mercredi soir, on a dit que 1 plus 1 égale 5. On va le mettre dans un bloc qui va faire la validation et que tous les validateurs vont vérifier l'information et l'exactitude de cette information. On va la crypter et à partir de cela, elle va être horodatée et elle va être humiliable comme information. Vous allez me dire, la blockchain permet de vérifier les données. Sans données, on n'a pas de blockchain, on n'a pas de transmission d'informations. La blockchain permet d'améliorer le cycle de vente et de paiement. Ce que les banques se sont intéressées aussi de les avoir. Lorsqu'on paye une banque et ça prend 3 semaines, vous êtes d'accord avec moi, c'est un problème. Il y a 30 ans en arrière, il fallait 3 semaines. Après, c'est devenu 2 semaines. Maintenant, 1 semaine. Bien entendu, on ne parle pas de quelques milliers d'euros, on parle de millions, de centaines de millions, de milliards. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on va faire un virement à un locataire auprès de son propriétaire. Ça, c'est des grandes sommes d'argent. La blockchain a permis de résoudre ce problème. Lorsque M. X, avec son entreprise, souhaite faire une transaction financière de paiement, il y a plusieurs transactions qui vont être enregistrées dans un bloc, vérifiées. Et le bloc va être audité par les validateurs, ce qu'on appelle les mineurs. En fonction de la blockchain utilisée, on a un protocole différent. Mais en tout cas, les validateurs travaillent de la même façon afin de vérifier l'information et de la tamponner et l'horodater. Une fois qu'elle est horodatée, enregistrée et inscrite, le nouveau bloc, il est vraiment inclus dans la blockchain avec tous les nœuds qui constituent le réseau. Et on ne peut plus la changer. Mais en tout cas, de facto, en quelques dizaines de minutes, M. Y ou l'entreprise de M. Y reçoit la transaction. Donc on permet justement d'améliorer le rythme et permettre à l'entreprise d'avoir une exploitation beaucoup plus grande. Parce que si vous faites une opération par mois, vous allez être battu par une entreprise qui fait 2 opérations par mois, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment
préambule de l'exploitation d'une entreprise. On dit toujours que le cercle, c'est vraiment le meilleur sens de définir la confiance. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas choisi. Vous avez quand même un cercle qui est défini par tous les nœuds qui constituent la blockchain. Tout le monde a accès à un temps réel à toutes les informations. On améliore la productivité, on améliore la confiance et on améliore la transparence des informations. Donc là, vous remarquez bien que la banque du client, ou plutôt de l'acheteur, a accès aux informations. Elle va transmettre des informations plus rapidement au vendeur, que lui-même a accès avec sa banque ou la tutelle de son paiement d'avoir des informations nécessaires. Donc vous remarquez que tant le vendeur n'a pas reçu le paiement et toutes les informations, il ne peut pas donner instruction à mettre la marchandise sur bateau, parce que c'est quand même le moyen le plus utilisé dans le commerce international, même si on a aussi l'utilisation exceptionnelle de l'avion et d'autres moyens. Mais c'est le transport maritime qui représente la plus grande partie du commerce international. Et là, si c'était monsieur qui attendait les jouets pour enfants, il aurait reçu rapidement sa marchandise et que finalement les personnes et les clients seront ravis d'avoir leur marchandise à temps. La blockchain, non seulement elle est active pour valider et pouvoir faciliter le paiement, on peut l'avoir sur plusieurs choses et plusieurs briques. On peut l'avoir dans l'audit, la transparence. Si on va avoir une banque, l'idée n'est pas de remplacer les banques. L'idée, c'est de travailler avec eux afin de pouvoir utiliser les ressources humaines d'une banque aux meilleures tâches. Et les tâches redondantes, les tâches répétitives, il faut absolument les mettre à des personnes moins qualifiées ou tout simplement les automatiser. On a la collaboration, on a une meilleure efficience, on a l'autonomie et on a aussi toute une question d'éviter la fraude. Aujourd'hui, avant de venir à cette conférence, j'ai vu un article, et ce n'était pas volontaire, qu'une personne a loupé 32 000 € de virement envers une banque et que la banque n'a pas reconnu l'erreur. Elle a dit « je l'ai reçu par papier » et que finalement, jusqu'aujourd'hui, vous pouvez lui vérifier l'information, il y a un conflit entre le client et sa banque. Mais en général, les banques, ils ont fait des efforts extraordinaires. Ils ont accompagné le commerce, ils ont accompagné tous les acteurs. Et moi, je salue cet effort. Ils étaient incriminés après la crise de 2008, mais il ne faut pas oublier que c'est un acteur majeur de l'économie, qu'il faut absolument travailler avec eux. Avant d'arriver à la conclusion, j'ai prêté de bonnes intentions à la blockchain. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce qu'elle est vraiment toute seule qui pourrait imposer des solutions innovantes? La réponse est non, malheureusement. Si on ne peut pas améliorer le cadre juridique et réglementaire, si on ne peut pas être d'accord sur un cadre commun, s'il n'y a pas des parties prenantes, si on ne peut pas améliorer, ça a été dit, la formation, l'acculturation, on ne pourrait pas justement améliorer l'adhésion. Il y a des entreprises qui disent que la blockchain, c'est compliqué. Mais s'il suffit de rester avec eux quelques jours, quelques semaines, ils disent finalement, on est d'accord. Il faut absolument résoudre le problème de ne pas remplacer tout le système des entreprises. Si vous cherchez du travail et si vous voulez entreprendre, il faut absolument connaître le métier. Aujourd'hui, je vous ai fait une fenêtre de tir sur un milieu qui est méconnu de beaucoup de personnes, mais il y a d'autres domaines auxquels on peut participer et on peut innover. Ça peut être dans la santé, mais il faut connaître le métier. Ça peut être dans les entreprises de digitalisation, mais il faut connaître le métier. La technologie seule ne suffit pas. D'ailleurs, une anecdote, comme je suis en contact avec les entrepreneurs, je vois toujours des projets, mais ces projets sont toujours des clones des uns et des autres. Et on parle toujours de la blockchain avec tout ce qui concerne la crypto-monnaie et toutes les stratégies qu'on a pu avoir ici et là avec la fluctuation, avec certaines plateformes qui ont été taxées d'une façon frauduleuse. Et on oublie que la technologie blockchain, elle offre de véritables perspectives. Donc si tous ensemble, on améliore le cadre juridique, l'acculturation et l'adhésion, nous pouvons nous tous améliorer la perspective future. Moi, vous, nous tous, on a une vie à changer, une vie pour les autres. L'intérêt, c'est justement qu'on soit tous unis afin d'améliorer la proposition de valeur et permettre justement de dire il y a quelque chose qu'on peut avoir, il y a quelque chose qu'on peut changer et nous tous, on peut améliorer les choses. Il y a déjà des réglementations en cours,
des institutions dans le réglementaire qui discutent avec le gouvernement. Il y a aussi des États qui permettent de transcender l'information, parce que la blockchain, elle va devenir utile, pratique, efficiente, si tous les pays du monde parlent le même langage, le même standard. Peut-être certains d'entre vous me diront, OK, mais la blockchain dans le trade finance, on a entendu que ça n'a pas marché, qu'il y avait une plateforme qui n'a pas réussi. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt le contraire qu'il faut voir. Regardez les téléphones portables. Il y a des marques qui ont des pertes, mais il y a des marques qui sont florissantes, toujours dans le même secteur d'activité. Là où il faut que regarder, c'est le marché asiatique. Singapour, Indonésie, où le trade finance et la blockchain fait corps. Et moi, j'aurais bien aimé qu'en Europe, on aura la même chose. Voilà ce que je voulais venir vous dire ce soir. J'espère avoir votre adhésion et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.